Bonjour, bienvenue pour ces quelques instants consacrés à un livre. Le livre que je vous propose aujourd'hui est un livre d'un monsieur qui s'appelle Guillaume Leblanc, qui est un philosophe contemporain, qui est professeur de philo, et dont le titre du livre est L'insurrection des vies minuscules, qui est paru chez Bayard dans la collection Les révoltes philosophiques. Alors pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce livre? Pour deux raisons. La première, c'est que le titre, avant même que je l'ai lu, le titre m'a attiré. C'est pour ça que je l'ai acheté, c'est que le titre m'a attiré. Et la première de couverture m'a attiré. Le titre, parce qu'il s'agit d'insurrection des vies minuscules. Ce qui m'a attiré dans ce titre, en dehors du mot insurrection, mais il y en a d'autres livres qui ont le titre insurrection, mais c'est vies minuscules. Ça, si vous voulez, ça m'a donné un sentiment, ça m'a rapproché un peu de ma vie propre, pratiquement, de, de ces choses qui seraient petites, en fait, des vies qui seraient petites. Je me dis que le titre m'a paru intéressant parce qu'il se consacre à des choses sur lesquelles qui ne sont pas vues tellement c'est petit, ou auxquelles l'histoire ne s'intéresse pas parce que c'est petit. Le flux de l'histoire ne relate pas, sauf quand il y a un peu de sociologie encore, mais ne relate pas les vies minuscules. Et pourtant, les vies minuscules peuvent faire l'histoire. En tous les cas, l'histoire de ceux qui vivent ces vies minuscules. Et la deuxième chose qui m'a attiré dans le livre, avant que je l'ai lu, c'est Charlot qui est sur la couverture. Et ça m'a intéressé de comprendre pourquoi Charlot était sur cette couverture, parce qu'effectivement, pour avoir vu quelques-uns de ses films, eh bien, j'ai toujours pensé que la caractéristique des films de Charlot, c'est de décrire des vies, des petites vies. Et n'y voyez aucune connotation péjorative, évidemment, des petites vies. Et puis, là, quand je l'ai lu, ça m'a intéressé pour une deuxième raison, c'est que je trouve que les films de Charlot, je ne les avais pas vus comme ça, en tous les cas pas totalement, mais loin s'en faut. Je ne les ai pas vus comme une description, dans le fond, d'une possibilité de vie dans un système qui ne laisse pas beaucoup de place à la vie minuscule. Ou en tous les cas, qui laisse la place des marges à la vie minuscule. Et ça m'a intéressé la façon dont Guillaume Leblanc en a tiré quelques leçons contemporaines ou quelques appréciations, possibilités d'appréciation de notre époque. Et voilà, donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé, c'est pour ça que je voulais vous en faire part. Alors j'ai essayé de réunir, j'ai un peu changé dans les structures du livre pour essayer de réunir ça en grandes, en grandes idées. Je vais tenter de le faire, j'espère que je serai clair. Alors, il ne donne pas la définition des vies minuscules, évidemment, mais il dit que c'est avec les vies minuscules, dans le fond, que la vie se fait, finalement, parce que la plupart de nos vies sont minuscules, elles ne sont pas au centre, elles ne sont pas vues, elles sont anonymes bien souvent. Et ce qu'elle recherche, c'est pas tellement un nouveau chef pour se construire, elle recherche des nouvelles possibilités de vie. Et ces vies minuscules en fait, n'ont pas envie de confier à une sorte de leader de nouveau, enfin un homme d'État, un homme ou une femme providentielle, etc., leur vie. Mais dans les vies minuscules, il y a toujours une recherche de nouvelles possibilités de vie. En tous les cas, c'est ce que dit Chaplin à travers ses films, les films de Charlot. Et puis la deuxième chose que dit Guillaume Leblanc pour introduire un peu le propos qu'il va tenir, s'inspirant ou décortiquant entre guillemets les films de Charlot, c'est de dire que les vies minuscules sont des expérimentations démocratiques et qu'elles affirment en fait du commun, c'est-à-dire que dans chacun des films de Charlot, il y a du commun qui est mis en œuvre. Comme si c'était la seule sauvegarde possible pour les vies minuscules que de créer des choses communes, des choses qu'on met en commun, du commun donc. Alors, les vies minuscules sont des vies où tout est minuscule, parce que dans les lieux de vie, prenons le lieu de vie dans les temps modernes, qui sont une sorte de cabane, ou vit Charlot, au temple de Vie Charlot, ou le lieu de vie du barbier dans le dictateur, eh bien,
les lieux de vie sont minuscules, et d'ailleurs ils le sont de plus en plus, puisque la force des gouvernements, la force, notamment dans le dictateur, la force de la dictature réduit ces lieux de vie à des portions parfois congrues. Mais les solidarités aussi sont minuscules, mais c'est de ce minuscule que part le commun. Les sentiments sont minuscules. Ils sont minuscules non pas au sens de ceux qui les éprouvent, mais au sens de la grandeur, de l'absence de sentiments du monde. Et donc il y a une première, une première réflexion que nous livre Guillaume Leblanc, c'est ce fait que ce soit minuscule fait l'humanité. L'humanité est souvent minuscule, en fait, par rapport aux forces qui la gouvernent, et par rapport aux forces qui voudraient la gouverner. Après, il décortique un peu plus le personnage de Charlot, et donc c'est un personnage que moi je pourrais lui attribuer le qualificatif d'humain, en fait, doué d'humanité, mais d'humain, parce que ce qui affiche le personnage de Charlot, c'est une fragilité, et il affirme cette présence de la fragilité dans un monde qui est réglé, dans un monde qui ne fait pas place à la fragilité. Si vous regardez, si vous avez vu ces films, vous apercevrez que, effectivement, d'abord il a une silhouette assez frêle, une silhouette un petit peu, comment dire, vous savez, cette fameuse marche qu'il a sur un corps qui paraît maigre dans un costume qui paraît toujours trop grand, et tout ce qu'il fait paraît extrêmement peu équilibré, en tous les cas, qui est toujours au bord du déséquilibre. Eh bien, c'est cette fragilité humaine-là, cette espèce comment dire, de vie ou d'attitude qui n'est pas, qui n'est qu'humaine, et qui est par essence fragile. Donc ce sont des vies fragiles et des vies ordinaires. La vie de Charlot est une vie ordinaire, quelquefois plus qu'ordinaire, si c'est possible. Et c'est cette vie ordinaire qui s'installe devant l'objectif d'une caméra, qui s'installe dans des choses qui ne sont pas ordinaires, dans des centres en général, urbains en général, dans des lieux publics qui sont plus qu'ordinaires, et cette espèce de fragilité ordinaire qui intervient dans des choses qui paraissent réglées, dans des choses qui ne supportent pas la fragilité ordinaire, en tous les cas, qui ne l'invitent pas. Et donc cette fragilité ordinaire vient déranger la norme. Cette humanité vient déranger la norme, la rationalité. Alors évidemment, ça c'est le personnage, et le personnage est en mouvement. Et le mouvement principal de Charlot, c'est de courir. Dans tous ses films, il court, et il échappe. Guillaume Leblanc dit d'ailleurs à ce propos que courir, que je cite, « Courir, c'est le sport des pauvres ». Il s'agit d'échapper toujours à la conformité coercitive, parce que c'est presque un pléonasme, la conformité est toujours coercitive, et c'est aussi échapper au centre du monde, comme si le centre du monde était une sorte de trou noir qui avalait l'ordinaire fragilité pour faire une sorte d'homme machinal, pour le sortir de son humanité. C'est le personnage, l'aspiration à chercher des possibilités de vie, l'aspiration où les vies minuscules qui créent du commun, c'est une sorte de contestation. Et ce que Guillaume Leblanc dit, c'est que les films de Charlie Chaplin sont des films de contestation. Donc quel est l'objet de la contestation de Charlot, en fait, et de Charlie Chaplin? Eh bien, l'objet de la contestation de Charlie Chaplin et de Charlot, c'est l'ordre démocratique. Et l'ordre démocratique repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le travail, et la contestation se fait à travers le film Les Temps modernes, qui a été tourné en 1936. Le deuxième pilier de l'ordre démocratique, c'est la famille, et la contestation se fait à travers le film Le Kid en 1921, tourné en 1921.
ou sorti en 1921 plutôt. Et puis la troisième ordre démocratique, c'est la patrie. Et la patrie, la dénonciation, en tous les cas la contestation, s'est faite dans le film Le Dictateur qui a été tourné en 1940. Donc il faut comprendre qu'à travers le burlesque, qui est un mode d'expression, il y a une contestation. Il y a une contestation de cet ordre démocratique. Et donc les questions que pose Charlot, nous pose Charlot finalement dans ces trois films. La première question à propos du travail, c'est faut-il vraiment vivre en travaillant? La deuxième question qu'il nous pose à propos de la famille, c'est peut-on être un père sans avoir engendré son fils? Puisque c'est le sujet du film le Kid. Et la troisième question que pose Charlot à travers le film Le Dictateur, c'est sommes-nous des habitants d'une nation? Ne sommes-nous que ça, que des habitants d'une nation? Et donc ce qu'il essaie, c'est de déconstruire à travers ces films l'évidence de ces trois injonctions, qui sont trois injonctions de la majorité, évidemment. Donc du centre, pour le dire comme je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, il suffit que les films le montrent assez bien, mais c'est là que les questions restent contemporaines. La première, par exemple, sur le travail, il suffit qu'un chômeur, par exemple, ne mette pas l'ardeur requise pour retrouver du travail ou trouver du travail, et il est tout de suite assez suspecté de feignant, d'assister, etc., etc. En tous les cas, il est suspecté de ne pas vouloir intégrer le cercle vertueux de la démocratie. Le deuxième exemple qu'on peut prendre, en tous les cas, et que prend Charlot dans son film Le Kid, il suffit alors évidemment il ne le prend pas comme ça, mais c'est la question contemporaine qui est posée par Charlot, il suffit qu'un homosexuel veuille adopter un enfant, par exemple, pour qu'il soit suspecté, ou suspecté a priori d'être un père défaillant, puisque un père qui n'aurait pas engendré son fils serait par définition un père défaillant. Et puis il suffirait, troisième élément, qu'on retrouve là dans le film Le Dictateur, mais qui pose la question contemporaine d'aujourd'hui, il suffit qu'un immigré reste attaché à son pays ou déclare l'amour de son pays d'origine pour être soupçonné d'être un mauvais sujet, voire d'être un traître à la patrie, etc. etc. Et donc, ce que nous dit Charlot, c'est qu'il peut y avoir plusieurs possibilités par rapport à cet ordre démocratique qui est puissant, puisque vous avez vu que nous sommes suspects assez rapidement, dès lors que nous mettons en cause les trois piliers, le travail, la famille et la patrie. Ce que dit Charlot, nous montre Charlot, c'est qu'il y a plusieurs possibilités d'attitude vis-à-vis de cette puissance-là, de cette puissance des injonctions démocratiques, et de la norme, c'est la majorité donc, c'est soit la défection, soit la protestation. Alors, si travailler, c'est être un bon sujet social, si être membre d'une nation, c'est être un bon patriote, si fonder une famille, c'est avoir des enfants, alors, ne rien faire, en tous les cas, faire autre chose que du travail, alors être apatride, c'est-à-dire ne pas se réclamer d'une nation, alors faire l'amour sans avoir d'enfants, ou être parent non biologique, eh bien c'est donc une proposition de possibilité démocratique qui ne repose plus sur l'ordre démocratique. Une autre proposition d'une autre démocratie, avec un ordre qui conteste l'ordre démocratique d'aujourd'hui. En d'autres termes, ce que nous dit Charlot, c'est qu'il peut y avoir d'autres constructions possibles d'une société sans ces valeurs-là. Alors, donc la question que pose Charlot à partir de ça, c'est comment ne pas être gouverné? Puisque nous sommes gouvernés par le travail, la famille et la patrie, comment ne pas être gouverné par le travail, par la nation ou par la filiation? En d'autres termes, est-ce que nous ne pourrions pas prendre des mesures, en tous les cas nous arranger entre nous, pour que ce ne soient pas des principes et des règles qui nous gouvernent, donc un ordre qui nous gouverne? Et c'est la question qui est posée. Quelle est la proposition de contestation ou d'insurrection que fait Charlot? Eh bien, il montre d'abord que pour ne pas appartenir au monde ou à cet ordre démocratique, il y a une solution qui est le vagabondage.
C'est-à-dire que puisque le monde me retire mes titres d'existence, puisque je ne suis pas un père naturel, puisque je ne suis pas un travailleur, quelqu'un qui a du travail, et que je ne suis pas un, comment dire, eh ben voilà que ça m'échappe, euh, et que je ne suis pas, oui, un homme de la patrie, excusez-moi, un homme de la patrie. Donc comment je me comporte dans cette société? Eh bien, la société comment dire, me condamne pas, mais me laisse peu de choix en dehors du vagabondage. Donc le vagabond, c'est celui qui est déclassé, c'est celui qui n'a plus ses titres d'existence, puisqu'on lui a retiré. Et donc le vagabond, c'est un être humain superflu. Et où vit donc le vagabond? Eh bien, il vit en périphérie, là où les vies sont minuscules en général, là où l'histoire ne pénètre pas. Et que occuper la périphérie, c'est déjà faire une proposition démocratique, et donc conserver des lieux, ou même créer des lieux où cette cette initiative démocratique pourra, de vie minuscule en vie minuscule, pourra s'étendre. Parce qu'il rappelle que l'occupation du monde est faite par 99% de vies minuscules. Et que c'est ces 99% de vies minuscules qui peuvent refaire l'humanité. Donc habiter le monde, c'est comme un... C'est habiter le monde, quand on est vagabond, c'est habiter le monde comme un être précaire, mais c'est apparaître malgré la précarité, c'est-à-dire vivre malgré la précarité, faire société malgré la précarité, se solidariser malgré la précarité, et malgré le minuscule des vies. Pour cela, il faut parfois consentir à la solitude, mais refuser, quand c'est possible, l'isolement. C'est pour ça que Charlot fait des allers-retours en fait entre la solitude et la société, et qu'il court de l'un à l'autre, puisque son sport favori est la course, puisque c'est la course des pauvres. On va prendre les trois sujets qu'il conteste, les trois ordres, les trois piliers de l'ordre démocratique. Un, le travail. La vie véritable est-elle la vie machinale? Voilà la question qui est posée. Et on voit bien que dans le film sur le travail, qui est le temps moderne, eh bien, on voit bien que la vie véritable n'est pas la vie machinale. Évidemment, c'est une démonstration, même s'il tend à démontrer que si on n'y prend pas garde, il y a une extension du domaine du travail, et que cette extension peut même envahir le cycle biologique, au point que nous ne ferions plus de différence entre le travail et ce qui n'est pas le travail. Et il montre qu'il y a une contradiction, en fait, dans ces films. Il montre ça très bien. S'il n'y a pas de bonheur sans travail, et le travail tue le bonheur. Donc, ça paraît insoluble comme contradiction. Ça veut dire qu'en d'autres termes, la vie ne peut pas se réduire à une tâche, ni à un rythme. Et on le voit bien d'ailleurs, quand le travail prend le pas sur le cycle biologique de Charlot, on le voit, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec sa clé à molette, il est en train de dévisser des boutons, d'une tenue, et, enfin bref, son cycle biologique est entièrement soumis au cycle du travail. Donc, il disait même que quand on n'a pas de travail, en fait, on est toujours défini par le travail, parce que être sans travail est un statut, et ce statut se définit par rapport au travail. Donc, il a largement envahi notamment notre façon de voir le monde, mais notre façon de créer des catégories pour définir les uns et les autres. Et donc, le travail ne crée pas de commun. Et donc, ce que propose Charlot, et on le voit notamment dans la relation qu'il a avec cette gamine, c'est de retrouver du commun à travers l'affection que se portent ces deux êtres, et dans lequel le travail ne rentre plus. Et donc, la question, c'est si on ne peut pas atteindre le bonheur avec le travail, parce que le travail tue le bonheur, si le fait de rentrer dans le monde du travail, de la machine, rend la vie machinale, si le cycle biologique se soumet in fine au cycle du travail, eh bien, la question, c'est comment sortir de ça? Et la réponse est se débrouiller. Charlot dit se débrouiller, travailler de temps en temps, trouver un peu d'argent de temps en temps, manger comme on peut de temps en temps, se débrouiller, parce que le sortir de la loi du travail, c'est de renouer finalement avec le hasard. Et les films de Charlot, c'est particulièrement dans Les Temps modernes, mais dans tous les films, en fait,
le fait de sortir, le fait qu'il sorte d'un milieu le fait tomber dans un autre milieu, ou le fait rencontrer un autre milieu, lui fait rencontrer d'autres possibilités, et donc le hasard, en fait, redevient le maître. Donc la question, c'est, si je veux sortir, en tous les cas, de la jonction du travail, de l'ordre démocratique, de cet ordre démocratique-là, en tous les cas, il faut se débrouiller. La deuxième chose, c'est la famille. Et dans le Kid, en fait, Guillaume Leblanc en fait un long commentaire, mais j'ai retenu deux choses. Et je vais vous les livrer de façon assez courte, dans le fond. Il y a famille, dit Leblanc, et dit Charlot, quand l'un prend soin de l'autre, et quand ce soin est la condition de développement d'une vie. Je répète ça parce que ça me paraît fondamental. Il y a famille, quand l'un prend soin de l'autre, et quand ce soin est la condition de développement d'une vie. Et je trouve que c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait des familles qui seraient naturelles, celles qui sont, comment dire, c'est l'appellation courante d'une famille, c'est la famille naturelle, parents, enfants, etc. On a vu il n'y a pas très longtemps dans les rues ceux qui rappelaient que c'est la nature qui doit gouverner la famille, et que donc la famille ne peut être que naturelle. Et quand on dit qu'il y a famille, quand l'un prend soin de l'autre, eh bien, je pense qu'on pourrait appeler ça une famille culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la nature qui définit la famille, mais c'est la volonté des uns de prendre soin des autres qui définit la famille. En d'autres termes, quand on le voit dans le Kid, quand Charlot prend le Kid dans ses bras, dans cette étreinte-là, dans ce sentiment échangé par les corps-là, eh bien, c'est une contestation, évidemment, de la naturalité familiale. C'est une contestation de l'état de nature de la famille. Puis l'ordre contesté par Charlot, c'est la patrie. Et Charlot et Guillaume Leblanc ont fait cette analyse en tous les cas. Charlot nous montre, notamment dans Le Dictateur, la lutte entre deux espaces, en fait. Il y a celui de l'entente et de l'arrangement des vies minuscules, on en a déjà parlé, et puis qui se range et qui s'autogouverne en fait. Et ces arrangements et cet autogouvernement s'opposent à la tentation toujours du gouvernement de régler et de régir ces espaces-là. En d'autres termes, c'est un contre-pouvoir qui lutte contre un pouvoir. Et ce qui est intéressant dans le film de Dictateur, c'est, si vous l'avez vu, je vous conseille de le revoir, ou vous avez sûrement des souvenirs. Si vous ne l'avez pas vu, lisez-le, regardez-le. Vous savez qu'il a un rôle de barbier amnésique, et puis il redécouvre son monde. Et donc, alors pourquoi la métaphore du barbier? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est la métaphore du prendre soin de l'autre. Prendre soin de l'autre. Le barbier, en fait, le barbier, c'est celui qui entretient les corps, l'apparence, qui permet aux gens d'apparaître. Et c'est ces petites vies minuscules qui défilent dans son salon qu'il soigne, et chacun d'ailleurs opère un soin pour l'autre, que ce soit le barbier dans sa profession ou l'autre dans d'autres professions. Et c'est ce qui fait l'arrangement social, et c'est ce qui fait la proposition démocratique, et c'est ce qui fait l'occupation des lieux par l'autogouvernement. Et puis, quand si vous voulez, la grande histoire pénètre, en général dévaste les petites histoires minuscules, de ces vies minuscules, eh bien c'est la fin en général d'une rêve d'une vie ensemble, d'une cohabitation en fait. Et donc c'est la fin du soin mutuel. Et en général, les barbaries, qu'elles soient démocratiques ou tyranniques, sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'elles tendent à défaire, à dévaster les vies minuscules et les vies ensemble. Par la règle, ou l'armée, ou par les deux. Et en général, ce qui vient détruire et dévaster les vies minuscules et la vie ensemble des vies minuscules, eh bien, c'est la rationalisation, qu'elle soit policière, guerrière ou économique. Ce sont toujours les mêmes rationalisations. Donc, ce que nous dit Charlot et ce que nous rappelle Guillaume Leblanc dans son livre, c'est que le pouvoir, finalement, c'est le soin qu'on accorde à chacun et quelles que soient les frontières. Et ça se traduit dans le discours du barbier à la fin, enfin pas tout à fait à la fin, mais pas loin de la fin du film, où il donne 3 conseils: désobéir en tyran, ne plus consentir aux règles qui ne soient pas les règles qui ne seraient pas les règles qu'on a édictées soi-même, c'est-à-dire les règles qui sont l'émanation du soin qu'on accorde à l'autre,
et aux autres, et à chacun. Et le troisième conseil qu'il donne, c'est de prendre possession de sa vie avant que d'autres en prennent possession. Voilà. Donc la conclusion de son discours, c'est il vaut mieux faire société que faire nation. Alors, il conclut, Guillaume Leblanc, par une sorte d'éloge de la fuite. Je voudrais juste conclure là-dessus avec lui. Enfin, c'est pas tout à fait sa conclusion, mais ça traverse, si vous voulez, le livre, et je voudrais faire ça aussi. La vie minuscule n'influe pas sur le monde, tant elle est minuscule. Elle, elle n'influe pas, mais par contre, elle peut influer sur sa propre vie. Alors, quand elle n'influe pas sur le monde, il faut fuir. Il faut fuir la coercition, il faut fuir l'absurdité, il faut fuir la répression. Et ce que dit Leblanc, très justement, je pense, c'est que la fuite est une glissade vers un ailleurs surprenant, en fait. Fuir, c'est aller ailleurs. Et cet ailleurs-là permettra peut-être qu'on construise des vies minuscules telles qu'on l'avait rêvé, de vivre ensemble telles qu'on l'avait rêvé. Alors, qu'est-ce qu'une fuite? Alors, je vais vous lire la réponse à cette question. Qu'est-ce qu'une fuite? Une chute hors des rythmes majoritaires. Un précipité involontaire, une glissade le long des saccades qui font l'histoire. Qu'est-ce qu'une fuite? Réponse de Deleuze, une fuite est une espèce de délire. Délirer, c'est exactement sortir du sillon. En la matière, les sillons sociaux historiques sont formés par les rythmes majoritaires et les fuites. Des rythmes minoritaires qui se propagent sans pouvoir mordre efficacement sur les premiers. Séries parallèles plutôt que des rapports de causalité. La fuite, donc, c'est une dérive, un délire, pardon, et délirer, c'est sortir du sillon. Et la question que nous pose Charlot in fine, et que Guillaume Leblanc nous rappelle dans son livre, c'est la fuite n'est-elle pas l'art suprême de se trouver? Voilà ce que je peux vous dire sur ce livre. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné envie de le lire, parce qu'il est vraiment passionnant. Lisez-le. Il est donc, je vous rappelle, Guillaume Leblanc, L'insurrection des vies minuscules, chez Bayard, dans la collection Les révoltes philosophiques. À très bientôt pour un prochain livre. Au revoir.